Québécois ou Canadiens français, réflexion sur notre identité nationale. On se souvient comment Elvis Gratton décrivait son identité nationale. Moi, je suis un Canadien québécois, un Français canadien français, un Américain du Nord français, un francophone québécois canadien, un Québécois d'expression canadienne française française. On est des Canadiens américains francophones d'Amérique du Nord, des Franco-Québécois. Cette caricature illustre une réalité. Le Québec a du mal à s'identifier parce qu'il a du mal à se définir. Aucun peuple n'a changé de nom aussi souvent dans son histoire. Les colons de la Nouvelle-France étaient tout simplement des Français. Lorsque Jacques Cartier et Samuel de Champlain parlaient des Canadiens dans leurs récits de voyage, c'était pour désigner les Amérindiens. Vers 1700, les Français qui étaient nés dans la colonie se disaient Canadiens pour se démarquer des Français nés en métropole, les Français de France comme on dit encore parfois au Québec. Montcalm a écrit que les Français et les Canadiens étaient deux nations distinctes, voire ennemies. Il exagéra un peu. Au 18e siècle, les Canadiens ne formaient pas encore une nation, ils restaient de loyaux sujets du roi de France. Mais les Canadiens manifestaient un régionalisme comparable à celui de toutes les provinces de la France d'Ancien Régime. Et ce régionalisme serait devenu un nationalisme avec le temps si le Canada était resté une colonie française. La nation canadienne s'est construite dans sa lutte pour la survivance après la conquête anglaise. Au début du régime britannique, nos ancêtres se voyaient comme des Français sous occupation étrangère. Ils pensaient que la France aurait profité de la Révolution américaine pour récupérer le Canada. Ils ont été profondément déçus par le traité de Paris de 1783. Ils ont vu que la France ne s'intéressait plus à l'Amérique. Octave Crémazie a exprimé cette désillusion dans son poème Le drapeau de Carillon. Le pauvre Canadien s'éloigna de la France adorée, trompé dans son espoir, brisé dans son malheur. Pleurant, il déposait cet étendard sacré. À ses vieux compagnons, cachant son désespoir pour conserver intact le culte de la France, il dit « Reviendront-ils jamais ?» On commence à parler de la nation canadienne vers 1800. Le nom du premier journal francophone de Québec était Le Canadien. Nos ancêtres se considéraient maintenant comme des sujets de Sa Majesté britannique, mais de langue française et de religion catholique. Drôle de Britannique, me direz-vous. Mais il faut se rappeler que le Royaume-Uni se composait de plusieurs nations. Les Anglais, les Écossais, les Gallois, les Irlandais protestants et les Irlandais catholiques. Il y avait même des Britanniques de langue française sur les îles anglo-normandes de Jersey et Guernesey. Alors, pourquoi pas y rajouter les Canadiens? La troisième strophe d'Au Canada, composée par Adolphe Basile-Routier en 1880, disait que le Canadien était plein de loyauté envers l'Empire britannique. Mais les Anglais du Bas-Canada estimaient que les nouveaux sujets de Sa Majesté devaient adopter la langue anglaise et la religion protestante pour devenir de véritables Britanniques. Jusqu'au début du 20e siècle, le mot canadien ne désignait que le peuple de langue française et de religion catholique. Il n'avait pas le sens actuel des citoyens du Canada d'un océan à l'autre. Le nom du club de hockey Les Canadiens de Montréal, fondé en 1909, doit s'entendre au sens traditionnel du terme. Les joueurs des Canadiens étaient d'ailleurs surnommés les Flying Frenchmen. Dans la seconde moitié du 19e siècle, les Britanniques nés au Canada ont pris le nom de Canadian en nous accolant l'étiquette de French Canadian. Après nous avoir volé notre pays, les Anglais nous ont volé notre nom. Et ils nous voleront ensuite d'autres symboles identitaires comme l'eau Canada, la feuille d'érable et le castor. Nous avons commencé à nous désigner nous-mêmes sous le nom de Canadiens français après la Confédération de 1867, mais cette expression ne s'imposera dans le langage populaire que dans les années 1920.
Le roman d'anticipation politique de Jules-Paul Tardivelle, Pour la patrie, publié en 1895, imaginait l'accession du Québec à l'indépendance en l'année 1945. L'auteur parlait de la nation canadienne-française, mais il donnait au nouveau pays le nom de République de Nouvelle-France. Serions-nous alors devenus des néo-français, à l'instar des néo-écossais ou des néo-zélandais? En 1922, la revue de Lionel Groulx, l'Action française de Montréal, envisageait la formation d'un État français indépendant en Amérique du Nord, sans préciser sous quel nom. La plupart des collaborateurs parlaient du Canada français, un seul proposa le Québec. Les frontières de l'État français n'étaient pas définies. Elles auraient pu s'étendre au-delà du territoire de la province de Québec. Les nationalistes grouxiens employaient exclusivement le terme canadien-français. Mais devait-on l'écrire avec ou sans trait d'union? François-Albert Anger insistait sur le trait d'union pour montrer qu'il s'agissait d'un nom composé d'une nationalité distincte et non pas du simple attribut linguistique d'une prétendue nationalité bilingue. À ses yeux, les Canadiens français n'étaient pas seulement des Canadiens francophones. L'Académie canadienne-française a recommandé de l'écrire sans trait d'union, mais le débat reste ouvert. Le militant indépendantiste des années 1960, Raoul Roy, voulait récupérer notre nom historique. Il proposait que le Québec souverain se nomme République du Canada. Lorsqu'on lui demandait comment s'appelleraient alors les 9 autres provinces anglaises, il répondait « C'est leur problème, ils se trouveront un nom ». L'indépendantiste de droite Raymond Barbeau rejetait à la fois le mot Canada à cause de son caractère fédéraliste et le mot Québec à cause de son caractère provincial. Il parlait de la République de Laurentie, mais cette idée n'a pas eu beaucoup de succès. Au début des années 1960, les nationalistes ont facilement remplacé province de Québec par Québec, mais ils restaient attachés au mot canadien-français. Les premiers auteurs séparatistes voulaient que la République du Québec devienne le pays de la nation canadienne-française. En 1967, René Lévesque parla encore des Canadiens français dans son ouvrage Option Québec. Pierre Bourgault employait encore les deux termes, québécois et canadien-français, à la fin des années 1960. Le terme québécois a finalement supplanté celui de canadien-français, comme le montre la célèbre chanson Québécois, nous sommes Québécois. En 1961, Claude Gauthier chantait encore dans Le Grand Six-Pieds « Nous sommes de nationalité canadienne-française ». En 1964, il avait modifié le texte par « Nous sommes de nationalité québécoise-française ». Il fut obligé de rajouter française pour ne pas briser le rythme de cette belle chanson patriotique. Mais ce fut sans doute le nom du Parti québécois fondé par René Lévesque en 1968 qui a exercé une influence décisive sur cette évolution de langage. Le mot québécois, qui ne s'appliquait jusqu'alors qu'à la ville de Québec, désignait maintenant une nationalité. Mais il s'entendait encore au même sens que canadien-français. Il n'incluait pas toutes les communautés culturelles. Notons que les Acadiens forment une nationalité distincte. Ils ne se sont jamais considérés comme des Canadiens français et ils ne peuvent évidemment pas se dire québécois. Au temps de la Nouvelle-France, l'Acadie et le Canada étaient deux colonies séparées. Les Acadiens ont leur drapeau et leur hymne national, et ils ne sont pas une simple extension du Québec. Toutefois, les Franco-ontariens et les Franco-manitobains sont des Canadiens français puisque leurs ancêtres ont quitté le Québec pour s'établir dans une autre province. Il en est de même pour les Franco-américains. C'est une diaspora canadienne-française qui n'a malheureusement guère d'autre choix que de revenir au Québec si elle veut continuer à vivre en français. Au tournant de 1970, les indépendantistes se disaient québécois et les fédéralistes canadiens-français. Mais les fédéralistes se sont ensuite approprié le nouveau terme. Ils aimaient dire « le Québec ma patrie, le Canada mon pays ». Le slogan fédéraliste de 1980 était révélateur. « Mon nom est québécois ».
Le nom pouvait s'entendre au sens de NON, mais également au sens de NOM. Les anglophones ont eux-mêmes récupéré le terme québécois. L'organisation qu'ils ont fondée pour combattre la loi 101 s'appelait Alliance Québec et non pas Alliance Canada. La communauté anglophone s'identifiait ainsi à la nouvelle société québécoise, tout en conservant sa langue, sa culture et son arrogance traditionnelle. Quant au terme canadien-français, on ne l'utilisait plus que pour désigner les francophones hors Québec. Dans les années 1970, le mot québécois était encore un synonyme de canadien-français. Mais il a pris un autre sens après 1980. Un Québécois, ce n'était plus un descendant des colons de la Nouvelle-France, c'était un citoyen canadien qui habitait le territoire de la province de Québec, quelle que soit sa race, sa langue ou sa religion. John Smith et Mohamed Malik pouvaient se dire québécois au même titre que Jean-Baptiste Tremblay. Désormais, il faut parler des Québécois francophones pour les distinguer des autres Québécois. Après nous avoir volé le nom de Canadiens, les Anglais nous ont volé celui de Québécois, mais ils ne pourraient pas nous voler le nom de Canadiens français. Un nationalisme civique à l'américaine s'est substitué au nationalisme ethnique à l'européenne. On qualifie maintenant de racisme tout ce qui tend à préserver notre identité nationale, en commençant par les symboles de la religion catholique. Au fond, les souverainistes et les fédéralistes ont le même idéal, un pays démocratique, laïque et multiculturel, fondé sur les droits individuels plutôt que sur les droits nationaux. Le seul point qui distinguerait la République du Québec de la Fédération canadienne, c'est l'unilinguisme français. Les nationalistes traditionnels présentaient la langue française comme l'un des deux piliers de l'identité nationale, l'autre étant la religion catholique. Les néo-nationalistes réduisent le français au rang de langue commune de la société québécoise, ce qui n'est pas la même chose. Un néo-québécois peut donc vivre en anglais à la maison, en autant qu'il puisse travailler en français. Mais laquelle des deux langues emportera son cœur? Deux anecdotes illustrent la faiblesse du néo-nationalisme québécois. Lors d'une conférence fédérale provinciale, Pierre Elliott Trudeau avait demandé à René Lévesque de définir la nation québécoise. Lévesque a répondu qu'il ne voulait pas s'engager sur ce terrain glissant. Et il avait raison, car on aurait pu voir que son nationalisme civique était parfaitement compatible avec le fédéralisme canadien. Si Lévesque avait été un nationaliste traditionnel, il aurait répondu que le Canada comptait deux nations, les Canadiens français, héritiers de la Nouvelle-France, et les Canadiens anglais, fruits de l'impérialisme britannique. Il aurait pu ajouter « Quant à votre prétendue nationalité canadienne, unique et bilingue, elle n'existe que dans votre imagination, cher Monsieur Trudeau. » Le premier ministre Daniel Johnson avait admirablement défendu la thèse des deux nations devant le même Pierre Elliott Trudeau lors d'une conférence fédérale provinciale en 1968. Et cette fois, c'est Trudeau qui semblait embarrassé. La seconde anecdote nous ramène en 1990. Jacques Parizeau, qui était encore dans l'opposition, avait réuni des représentants des communautés ethniques de Montréal pour démontrer que son parti n'était pas raciste. Il se fit invectiver par un Haïtien. « Vous êtes le Parti québécois. Vous vous dites Québécois. Mais nous aussi, les Haïtiens de Montréal, nous sommes des Québécois. » Parizeau était visiblement déstabilisé. Il a répondu en balbutiant « Oui, bien sûr, vous êtes Québécois. Mais les nous autres, qui sommes-nous? Devrions-nous nous appeler les Los Tabarnakos? » Parizeau aurait pu répondre avec fierté « Oui, bien sûr, vous avez la citoyenneté québécoise, mais êtes-vous un Canadien français? Nous, on veut que la nation canadienne-française ait un État souverain. Êtes-vous prêt à nous accompagner? » Parizeau s'est brièvement réveillé le soir du référendum de 1995. Il a compris que sa nation avait voté à plus de 60% en faveur de l'indépendance, mais qu'elle avait été bloquée par le vote ethnique. On l'accusa de racisme et il finit par s'excuser pitoyablement.
mais les néo-québécois avaient bel et bien voté non à plus de 90%. Parizeau restait pourtant incapable de nommer son peuple autrement que par les « nous autres ». Il aurait dû parler des Canadiens français. Tout le monde aurait compris. Mais ce nom lui rappelait trop la prétendue grande noirceur d'avant 1960. Le nationalisme civique est une chimère, c'est même de l'antinationalisme. Édifier un pays sur les droits individuels plutôt que sur les droits collectifs, c'est accepter l'idée d'un pays post-national à la Justin Trudeau. Soyons clairs, le nationalisme sera ethnique ou il ne sera pas. Ernest Renan écrivait « Une nation est une âme, un principe spirituel. Deux choses qui, à vrai dire, n'en font qu'une constituent cette âme, ce principe spirituel. L'une est dans le passé, l'autre dans le présent. L'une est la possession en commun d'un riche legs de souvenirs, l'autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l'héritage qu'on a reçu indivis. » Lorsqu'on cherche à définir le concept de nation, on s'attarde trop aux éléments sociologiques, la langue, la race, la religion, les coutumes, le territoire. Ces éléments sont bien sûr indispensables car ils forment le corps de la nation. Mais l'âme de la nation est plus intangible. Une nation, c'est d'abord une conscience historique. Les membres d'une nation doivent s'identifier à des ancêtres communs, se tourner collectivement vers le même passé et avoir l'intention de se projeter dans le même avenir. Un Canadien français dira « Nous avons perdu la bataille des plaines d'Abraham ». Un Canadien anglais dira « Nous avons gagné la bataille des plaines d'Abraham ». Quant au néo-québécois, il se fout de la bataille des plaines d'Abraham puisque ses ancêtres n'y étaient pas. Nous sommes en présence de trois consciences historiques, donc de trois communautés distinctes. Les traits sociologiques d'une nation peuvent varier. Il n'y a pas de formule unique. Un peuple peut se regrouper autour de sa langue, comme les Canadiens français, de sa religion, comme les Irlandais, de son territoire, comme les Australiens, ou de ses institutions politiques, comme les Américains. Ces variantes font dire aux mondialistes que la nation est un concept imaginaire dont on pourrait se passer. Mais toutes les nations sont unies par une conscience historique commune. C'est le cœur de l'identité nationale, bien que ce soit une réalité immatérielle. La nation est la rencontre d'un lien horizontal, constitué par des traits sociologiques communs, et d'un lien vertical qui relie les générations du passé, du présent et de l'avenir. Maurice Barrès définissait la nation par une formule poétique, la terre et les morts. La terre, c'est le lien horizontal, les morts, c'est le lien vertical. Le lien horizontal peut se transformer jusqu'à un certain point sans que l'identité nationale ne soit compromise. Le lien vertical est plus névralgique. Il peut évoluer, mais il ne doit pas changer. Un arbre peut grandir à condition de ne pas se couper de ses racines. Une nation peut survivre malgré la perte ou l'altération de l'un de ses traits identitaires, mais la destruction de sa mémoire collective est fatale. Un homme peut perdre un bras et rester lui-même. S'il perd la mémoire, il perd sa personnalité. N'est-ce pas ce qui est arrivé au Québec depuis la Révolution tranquille? Un peuple qui rejette son passé creuse sa tombe. La comparaison entre le rapport Tremblay de 1956, qui étudiait les relations fédérales-provinciales, et le rapport Bouchard-Taylor de 2008, qui portait sur la place de la religion au Québec, nous montre l'effet de la Révolution tranquille sur la vision de notre identité nationale. Selon le rapport Tremblay, la culture canadienne-française est en effet une forme particulière de l'universelle conception chrétienne de l'ordre et de l'homme. La France de tous les temps, surtout celle des débuts du Canada, est une des réalisations les plus authentiques de la conception chrétienne de la vie et de la civilisation. C'est pourquoi, né français, le peuple canadien est né chrétien. Et c'est pourquoi, dans la mesure où, au long de l'histoire, il a vécu en profondeur sa culture d'origine,
il s'est affirmé peuple d'esprit chrétien. Quant au génie français, on reconnaît généralement qu'il est du type rationnel, enclin au raisonnement. La culture canadienne-française, variante américaine du type originel français, est qualitative, spiritualiste, personnaliste et communautaire. Selon le rapport Bouchard-Taylor, l'identité héritée du passé canadien-français est parfaitement légitime et doit survivre, mais elle ne peut plus occuper à elle seule l'espace identitaire québécois. Elle doit s'articuler aux autres identités présentes dans l'esprit de l'interculturalisme afin de prévenir la fragmentation et l'exclusion. Il s'agit en somme de nourrir de symbolique et d'imaginaire la culture publique commune qui est faite de valeurs et de droits universels, mais sans la défigurer. C'est un apprentissage difficile qui a commencé dans les années 1960 et qui, visiblement, n'est pas encore achevé. En d'autres mots, le Québec n'était plus la patrie d'un peuple français et chrétien, mais un espace identitaire interculturel. Notons que Bouchard-Taylor ne définissait la nouvelle identité québécoise que par opposition à l'ancienne identité canadienne-française. Le Québec moderne peut dire ce qu'il n'est plus, mais il semble incapable de dire ce qu'il est. La commission Tremblay a été le chant du cygne du nationalisme canadien-français traditionnel. Maurice Duplessis lui avait demandé d'étudier le fonctionnement du fédéralisme canadien, surtout sur le plan financier. Elle recommanda d'instaurer un impôt provincial sur le revenu pour renforcer l'autonomie du Québec. Le juge Thomas Tremblay était un vieux bleu qui rassurait Duplessis. Mais les véritables maîtres d'œuvre de la commission étaient trois disciples de Lionel Groulx qui n'étaient pas nécessairement proches de l'Union nationale. Le directeur des HEC, Esdras Mainville, l'économiste François Béranger et le jésuite Richard Arès, un expert en droit constitutionnel. Leur réflexion dépassait largement la querelle fiscale qui opposait Québec et Ottawa. Le rapport Tremblay a défini la politique d'autonomie provinciale que tous les gouvernements du Québec ont suivie jusqu'à nos jours. Jean Lesage se réclamait du rapport Tremblay. Il reprochait même à Duplessis de ne pas y avoir donné suffisamment de suite. Mais Lesage et ses successeurs n'ont retenu que le volet autonomiste du rapport et non pas son volet identitaire. Les auteurs du rapport Tremblay étaient des nationalistes de droite qui estimaient que l'autonomie provinciale du Québec, et à plus forte raison sa souveraineté, devait favoriser l'édification d'une société distincte en Amérique du Nord, une société fondée sur la foi catholique et la culture française classique. À leurs yeux, le Québec ne devait pas défendre son autonomie pour appliquer finalement les mêmes politiques que l'État fédéral canadien. Ce qui donne un sens à l'autonomie provinciale, ce n'est pas que telle fonction soit exercée par le gouvernement de la province, mais qu'elle soit exercée dans tel esprit. Une politique sociale d'inspiration chrétienne, selon les formes traditionnelles, est la seule qui justifie pour la province de Québec d'exiger son autonomie. Le rapport Tremblay distinguait la nation sociologique de la nation politique. Les Canadiens français forment une nation sociologique de par leur unité de langue et de culture. Les Canadiens, d'un océan à l'autre, forment plutôt une nation politique, une association ponctuelle de plusieurs peuples et de plusieurs régions. L'État fédéral est une création des provinces. Il y a un État-nation canadien, mais il n'y a pas de nationalité canadienne à proprement parler. La Confédération de 1867 était un pacte entre deux peuples fondateurs, les Canadiens français et les Canadiens anglais, ces derniers étant eux-mêmes marqués par une forte diversité régionale. La province de Québec est l'État national des Canadiens français. L'État fédéral est une sorte d'alliance internationale. Cette alliance peut être jugée utile ou nuisible. Évidemment, le rapport Tremblay n'envisageait pas la possibilité de l'indépendance du Québec, c'eût été trop audacieux au temps de Duplessis. Les commissaires se contentaient de défendre un fédéralisme décentralisé. Ils affirmaient que l'épanouissement de la nationalité canadienne-française exigeait la plus grande autonomie possible sur les plans politiques, économiques et culturels. C'était déjà un premier pas vers l'idée d'indépendance. Selon le rapport Tremblay, toute culture nationale est une variante de la culture universelle.
Le nationalisme ne s'oppose pas à l'universalisme. Le nationalisme est, au contraire, une haute forme d'humanisme. Mais pour enrichir l'humanité, une nation doit défendre son particularisme. Joseph de Maistre écrivait « Je n'ai jamais rencontré d'homme universel. Je n'ai rencontré que des Français, des Anglais, des Allemands, etc. » Les œuvres de Corneille, Shakespeare et Goethe s'élèvent à l'universel parce qu'elles s'enracinent dans leur culture nationale respective. Le Québec est né de la France du grand siècle. Il en a gardé une vision classique de l'homme et de l'ordre. Nous sommes français et chrétiens. Le génie français se distingue par le primat de la raison et l'esprit de synthèse. La structure de la langue française en témoigne, surtout dans la grande littérature du XVIIe siècle qui doit rester à la base de notre système d'éducation. La pensée française se caractérise par sa clarté et sa noblesse. Le Canada français est une variante nord-américaine de la vieille France. Sa culture est qualitative. Elle recherche le beau, le bien et le vrai. Le matérialisme, qu'il soit doctrinaire ou pragmatique, lui répugne. Elle est personnaliste, rejetant toute forme de collectivisme et de totalitarisme. Mais elle est néanmoins communautariste, car elle cherche à intégrer les individus dans la société par la famille et les corps intermédiaires. La religion catholique imprègne la vie sociale canadienne-française. Il en découle 3 vertus. Le sens de l'ordre, fondé sur le respect des normes transcendantes et universelles, et non pas sur le respect aveugle de l'autorité. Le sens de la liberté, qui consiste à pouvoir s'épanouir librement selon sa nature, et non pas à faire n'importe quoi selon sa fantaisie. Et le sens du progrès, vu comme un perfectionnement de la personne humaine, et non pas comme une augmentation des forces productives. La culture canadienne-française s'oppose aux valeurs dominantes de la culture anglo-saxonne, l'individualisme, le pragmatisme, le libre examen moral et religieux, le culte de la richesse matérielle. Pour un anglo-protestant, la force fait le droit. Pour un franco-catholique, le bien commun fait le droit. Voyons maintenant une description du Québec contemporain. La loi sur l'intégration à la nation québécoise, adoptée en 2025, déclare que les Québécois forment une nation dont la culture se définit notamment par la langue française à titre de langue commune, la tradition civiliste, des institutions particulières, l'égalité entre les femmes et les hommes, la laïcité de l'État, des valeurs sociales distinctes et un parcours historique spécifique ayant amené cette nation à développer un modèle unique de vivre ensemble et de pleine participation de tous en français à la société québécoise. La loi insiste sur les droits des Autochtones, des anglophones et des immigrants, car ils font également partie de la nation québécoise. L'interculturalisme est particulièrement prisé. La culture québécoise est le lieu de rassemblement de tous les Québécois, au sein duquel la diversité peut s'exprimer tout en se ralliant à un horizon culturel commun. Et quelle est la base de cet horizon culturel commun? Réponse: la nation québécoise a un attachement particulier à la laïcité de l'État. Résumons ce qui différencie le Canadien français du Québécois. Le Canadien français considère la langue française comme un marqueur d'identité, une expression du génie national. Il s'identifie à la religion catholique, à la race française, à l'histoire de la Nouvelle-France. Il veut construire une société chrétienne. Il valorise l'homogénéité ethnoculturelle et la différenciation sexuelle des rôles sociaux. Le Québécois considère la langue française comme un simple moyen de communication. Il élève le laïcisme au rang de religion d'État. Il rejette les distinctions ethniques. Il fait naître le Québec en 1960. Il veut se démarquer du reste de l'Amérique du Nord par son modèle d'État-providence. Il estime que le multiculturalisme est supérieur à l'enracinement national. Il adhère totalement au discours féministe et LGBT. Le seul point commun qui subsiste entre les deux définitions, c'est le droit civil français. Après la conquête, les Canadiens ont tenu à conserver la coutume de Paris, qui était à la base du régime seigneurial.
Dans la première moitié du 19e siècle, nos ancêtres étaient presque aussi attachés au régime seigneurial qu'à la religion catholique et à la langue française. C'était un marqueur d'identité qui nous distinguait des Britanniques. On a l'impression que les rapports Tremblay et Bouchard-Taylor ne parlent pas du même peuple. Mais on peut se consoler avec la fameuse distinction maurassienne, le pays réel survit encore sous le pays légal. Le plus grave problème qui se pose au Québec, comme dans tout l'Occident, c'est l'effondrement du taux de natalité. Avec une moyenne de 1,3 enfants par famille, selon les dernières statistiques, la nation canadienne française est appelée à disparaître. Au rythme actuel, les francophones seront en minorité au Québec avant un demi-siècle. Si le Canada poursuit sa politique d'immigration massive pour atteindre les 100 millions d'habitants en 2100, les Canadiens français ne formeront plus que 8% de la population. Oublions le bilinguisme et la thèse des deux nations, les Canadiens de langue chinoise seront plus nombreux que ceux de langue française. L'indépendance du Québec ne réglerait pas nécessairement le problème. La culture anglo-américaine garderait son pouvoir d'attraction sur les immigrants. Ce ne serait pas tellement différent d'aujourd'hui. Les néo-québécois apprendraient le français à l'école, mais ils vivraient ensuite en anglais à la maison. Montréal pourrait devenir majoritairement anglophone, même dans un Québec souverain. En fait, notre capacité d'intégration des immigrants dépend de notre propre dynamisme démographique. Plus nous avons d'enfants, plus nous pouvons assimiler les enfants étrangers. Si les enfants néo-québécois sont trop nombreux dans une école, on ne peut plus les assimiler. Et dans certains quartiers de Montréal, ils sont déjà en majorité. Au lieu d'investir des sommes faramineuses dans les programmes de francisation des immigrants, qui sont plutôt inefficaces, l'État québécois devrait investir dans une vigoureuse politique familiale. Les mesures natalistes ont fait leurs preuves dans plusieurs pays. Elles permettent d'atteindre au moins le seuil de renouvellement des générations, soit une moyenne de 2,1 enfants par famille. L'immigration n'a pas enrayé le vieillissement de la population, ni au Québec, ni dans aucun autre pays occidental. Les migrants qui arrivent chez nous ont une moyenne d'âge de 35 ans. Ils n'ont pas tellement plus d'enfants que nous, et ils peuvent faire venir leurs vieux parents en vertu de la politique de regroupement familial. Les migrants de la troisième génération ont même un taux de natalité inférieur à celui des nationaux. En conséquence, la composition ethnique de la population québécoise se diversifie, mais la moyenne d'âge reste aussi élevée. Par ailleurs, la moitié des immigrants finissent par quitter le Québec après avoir profité de nos coûteux programmes d'intégration. Le rapport coût-bénéfice d'une politique nataliste serait plus avantageux. La naissance d'un petit Québécois améliore la pyramide démographique et renforce la langue française bien plus que l'arrivée d'un allophone de 40 ans. Par ailleurs, l'immigration massive enrichit-elle vraiment un pays? Sur le plan économique, plusieurs spécialistes en doutent. Sur le plan culturel, la réponse est clairement négative. Le melting pot américain semble avoir bien réussi. Peut-être, mais l'enracinement des nations européennes a produit de meilleurs fruits. Le château de Versailles est supérieur au château de Disneyland. L'Occident peut inclure une nation cosmopolite comme les États-Unis, mais il ne faudrait pas que toutes les nations occidentales deviennent cosmopolites. Les petites cités grecques homogènes ont produit une plus grande civilisation que l'Empire romain cosmopolite. Le Parthénon surpasse le Colisée. Les migrations ne sont pas toujours mauvaises. Les races pures n'ont jamais existé et elles ne seraient pas nécessairement supérieures. Les échanges renforcent les peuples et les individus, mais à condition de ne pas les dénaturer. Pour établir un rapport fructueux avec l'autre, il faut rester soi-même. Les nationalistes grouxiens prônaient l'homogénéité culturelle, pas l'autarcie et encore moins la pureté de la race. L'interculturalisme est positif, mais il doit être bien dosé et se faire entre des nationalités fortes. Si l'échange se fait entre des acculturés, il n'y a plus rien à échanger. Le Canada français a toujours été homogène. Nos ancêtres provenaient du nord-ouest de la France, ils parlaient la langue française de la région de Paris,
Ils étaient tous de religion catholique. Il y eut très peu de métissage, que ce soit avec les Amérindiens, les Britanniques ou les Irlandais. La grande majorité des immigrants qui se sont établis au Québec après la conquête se sont intégrés à la communauté anglophone. Les Québécois restent encore de nos jours un peuple tricoté serré. Un immigrant peut devenir québécois, mais il ne peut pas devenir canadien-français. Pour être canadien-français, il faut être né canadien-français. Les néo-québécois peuvent néanmoins devenir des Canadiens français au bout de quelques générations, à condition de ne pas être trop nombreux et d'avoir des origines compatibles avec notre nationalité. Il est plus facile d'assimiler un latino-américain qu'un musulman, par exemple. Mais la nation d'accueil doit surtout rester elle-même, sans chercher à se dissoudre dans le multiculturalisme au nom de l'ouverture sur le monde. Si l'immigration pose un problème au Québec, ce n'est pas à cause des immigrants, mais parce que les Canadiens français ont renié leur culture nationale et surtout la foi de leurs ancêtres. On m'accusera sans doute de racisme ou du moins de xénophobie. Un vrai patriote ne se laisse pas intimider par ce genre d'insultes. Défendre son identité, ce n'est pas du racisme, c'est tout simplement du nationalisme. Il faut sûrement se méfier du nationalisme exacerbé qui peut conduire au mépris des autres et au colonialisme. Faire de la nation une valeur absolue, comme dans le fascisme, c'est une forme d'idolâtrie condamnée par l'Église. Mais la diversité des races et des cultures est une richesse pour l'humanité. Elle fait partie du plan de Dieu et elle mérite d'être conservée. Au fond, ce sont les mondialistes qui sont racistes car ils veulent faire disparaître toutes les nations. Ils prônent une sorte d'ethnocide universel. Revenons à la question initiale, doit-on se dire québécois ou canadien français? Je préfère me présenter comme un Canadien français, non par attachement au fédéralisme canadien, car je suis un séparatiste pur et dur, mais pour souligner le caractère ethnique de mon nationalisme. Évidemment, le terme québécois est entré dans le langage usuel. Il serait difficile de revenir en arrière. Si l'on entend le mot québécois au sens de la race française d'Amérique, comme on disait au temps de Lionel Groulx, je n'ai aucune objection à l'employer. Mais si on le comprend au sens d'un melting pot francophone, je me rebiffe. Pour clarifier les esprits, les nationalistes québécois devraient à l'occasion ressortir le bon vieux terme de Canadien français qui reste encore très bien compris. Le Québec est la patrie des Québécois au vrai sens du terme, c'est-à-dire de ceux que l'on appelait Canadiens français avant 1960, Canadiens avant 1900 et Français avant 1760. Cette patrie doit rester la nôtre, mais il faut d'abord rester nous-mêmes en s'inscrivant dans le sillage de nos ancêtres. Il faut préserver, bonifier et transmettre l'héritage commun et indivis. L'article 1er de la Constitution du Québec souverain pourrait se lire ainsi: La République du Québec est l'État national des Canadiens français. Salutations patriotiques et union de prière.